tous, bonjour Thomas. Bonjour Laetitia. On va commencer par quelques petits conseils pour comment mettre en place son formulaire. Alors voilà, ça c'est des choses qui sont valables pour les formulaires dans Idyll, mais tout autre formulaire. Déjà, première question, où est-ce que je dois mettre mon formulaire sur le site web et sur la page du site en question? Alors après quelques recherches, en fait, le meilleur endroit pour mettre le formulaire sur un site web, eh bien c'est sur toutes les pages du site web. Pourquoi? Parce que cela permet à l'internaute en fait d'avoir un parcours le plus fluide, pas comme ma diction ce matin, possible. Et donc ça lui évitera en fait de chercher le formulaire de contact par exemple. Ensuite, où est-ce qu'il doit être mis dans la page? Là, j'ai envie de dire peu importe, du moment qu'il soit facilement identifiable. Donc, comment est-ce qu'il est facilement identifiable? Ça peut être une image qui sera la même en fait sur tout le site, ou alors on s'arrange pour que le lien vers le formulaire soit mis au-dessus de la ligne de flottaison dans votre page. Donc là, il s'agit du lien qui permet d'accéder au formulaire, c'est ça? Exactement. D'accord, ce que tu nous dis, c'est qu'il soit présent sur toutes les pages du site. Exactement. D'accord. Deuxième aspect, quelle forme cela doit prendre? Est-ce qu'on doit consacrer toute une page au formulaire, ou est-ce qu'on doit inclure le formulaire dans une pop-up ou une pop-in? Alors, là, en fait, ce qu'il est important de faire, c'est d'alterner. Pourquoi alterner? Déjà, ça évitera l'effet d'ennui sur l'internaute. Ensuite, on vous conseille aussi de faire une pop-in plutôt qu'une pop-up, parce que les pop-in, elles ne seront pas bloquées par le navigateur web de l'internaute. Donc, privilégiez les pop-in plutôt que les pop-up, et ensuite alterner, voilà. Est-ce qu'on consacre une page? Est-ce qu'on fait une pop-in? Charge à vous d'alterner sur ce choix-là. Puis c'est vrai que ça va dépendre aussi un petit peu de ce qu'on va demander à l'internaute. Si on est sur une demande d'information assez classique, on peut effectivement la mettre dans la page. Si on est plus sur un web callback où là vraiment on veut quelque chose de dynamique, on veut attirer son attention là-dessus, c'est vrai que la pop-in du coup va être vraiment intéressante parce que là elle va attirer l'œil de l'internaute. Voilà, ou de laisser un mail pour s'inscrire à une newsletter, enfin une information très simple en fait, on va plutôt privilégier cette deuxième option. On reste dans la théorie. Alors, quelques conseils. On vous conseille de placer l'email parmi les premiers champs. Pourquoi? Parce que les internautes donc, sont de plus en plus habitués à ce que les marques demandent l'email pour qu'ils reçoivent ensuite la newsletter. Moi, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai pas mal de marques qui m'envoient leur newsletter, et il y a un moment où je deviens un peu plus réticente à laisser mon adresse mail. Donc le conseil, c'est de placer l'email en premier champ dans le formulaire. Voilà, une fois que l'internaute se sera posé la question de oui ou non je pose mon adresse mail, le reste du formulaire semblera plus simple. Ensuite, aligner les champs, bon ça c'est juste pour faciliter la lecture en fait. Troisième point, différencier clairement les champs obligatoires des champs facultatifs. Alors, là pareil, si vous avez une dizaine de champs, l'internaute, si on lui met tous obligatoires, il en aura peut-être un peu marre et finalement il s'arrêtera au bout de 5e champ et il dira finalement je ne veux pas remplir ce formulaire. Tandis que si on met clairement les champs obligatoires, bien sûr en limitant le nombre, voilà, l'internaute pourra faire le tri entre ce qu'il doit rentrer et ce qu'il peut éviter de rentrer. Donc là, on a fait le 3e et 4e point. Enfin, le dernier point, le 5e, il ne faut pas hésiter à pré-remplir les champs. Donc ça, bien sûr, c'est pour un formulaire qui est accessible suite à l'envoi d'un email, parce que sur un site web, c'est un peu plus compliqué, surtout si la personne visite pour la première fois le site web. Voilà, quand le formulaire est accessible depuis un formulaire, il ne faut pas hésiter à pré-remplir les champs. Donc ça, c'est avec nos UTK, si je ne me trompe pas Thomas. Excellent. Donc voilà, donc faut pas hésiter à donner un coup de main à l'internaute. Voilà, c'est toujours autant de temps gagné pour lui et puis moins de peine à remplir le formulaire. Là, je vais laisser la parole à Thomas.
Ah, effectivement, là, ce qu'on va voir, c'est comment on peut appliquer tous ces principes et ces règles euh, avec notre fonction de formulaire. Alors, avant d'attaquer la démo, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, cette fonction de gestion des formulaires et des e-formulaires web, en fait, s'inscrit dans ces nouvelles fonctions de relations digitales qu'on a ajoutées à la dernière version Winter 2017. C'est-à-dire qu'avec cette version, on a introduit un nouveau concept qui va nous permettre de gérer tous les contacts digitaux qui viennent des réseaux sociaux, du chat, qui viennent par email, et puis qui viennent du site web, pour pouvoir récolter un petit peu toutes ces données qui sont, on va dire, intéressantes en termes de potentiel de relation client, mais parfois un peu pauvres en termes de qualité de données. Euh, L'exemple des réseaux sociaux est vraiment le plus symbolique. Voilà, on va probablement avoir des leads, on va avoir des demandes au service client, mais avec des données qui ne sont pas forcément très qualifiées, et puis des données que les réseaux sociaux veulent bien ou ne veulent pas nous partager. Bon. Avec les formulaires, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, on a un petit peu plus la main quand même sur les données, même si là, on a quand même une question de la fiabilité des données qui va se poser. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez en place des formulaires web, euh, vous allez pouvoir indiquer les champs que vous souhaitez récolter, avec des champs obligatoires, des champs non obligatoires. Bon. Vous allez essayer de les agencer de la meilleure manière possible pour récolter un maximum d'informations. Et puis là, vous allez récolter la même chose, un petit peu des leads, probablement des gens qui ont un projet, des gens qui sont intéressés pour avoir un devis, ou vous allez avoir des demandes auprès du service client ou sur d'autres process de l'entreprise. Euh, et là, va se poser exactement la même question, c'est que effectivement, vous allez avoir des gens qui vont poster des demandes, mais vous aurez aussi des titis toto at gmail.com. Vous aurez des 06 00 000. Donc là, effectivement, il y aura ce problème de pouvoir un petit peu maîtriser les données qui rentrent dans le CRM. Et c'est pour ça que ce concept de contacts digitaux, pour lequel on a utilisé l'objet silhouette, va être intéressant. Parce que c'est grâce à cet objet qu'on va pouvoir valider les données qui sont effectivement injectées dans le CRM euh, au bout du process. Et à partir du moment où on va valider une silhouette, un contact digital, on va pouvoir ensuite l'orienter vers le service commercial, vers le service marketing ou le service client pour traiter ce contact. Voilà, donc ils s'inscrivent bien dans cette logique. C'est pour ça que c'est à la fois un outil pour gérer des formulaires, c'est aussi un outil pour ensuite accueillir tout ce qui va être posté sur les formulaires et le traiter de manière la plus efficace possible. Alors, quand on parle de formulaire web, faut voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Là, à l'écran, on a un exemple, on va dire, type d'un formulaire de contact pour lequel on va vouloir recueillir un certain nombre d'informations de la part de l'internaute qui, lui, en échange, va nous poster sa demande. Euh, alors, d'abord, première chose qu'on remarque dans ce formulaire, il est composé de champs, évidemment, les coordonnées, l'identité, nom, prénom, l'entreprise. On a un grand champ commentaire, donc c'est là où on va laisser notre message. On a un bouton pour valider, submit. On a un petit champ de sécurité, là, un petit champ anti-spam. Et puis on va retrouver un petit peu d'argumentaire, donc du texte en haut avec un titre et deux trois lignes pour introduire le formulaire. Voilà, donc là on est vraiment sur un formulaire type et c'est ce genre de formulaire, donc ce qu'on appelle les formulaires de contact du site web, qu'on va pouvoir gérer avec cette fonction. Alors, quelques autres exemples. Donc le formulaire de contact, on l'a vu. On peut aussi avoir le formulaire pour être recontacté par un conseiller. Donc là, on va indiquer ses coordonnées, son numéro de téléphone, et puis proposer des plages horaires sur lesquelles on voudra être appelé. On va avoir le vrai web callback, donc là, en temps réel, ou du moins très proche du temps réel. Donc là, ça va être simplement un champ, un ou deux champs très simples avec une identité et puis un numéro de téléphone. Et, euh, et là, du coup, on va pouvoir rappeler immédiatement la personne. On va pouvoir gérer des formulaires qui produisent un service. Donc par exemple recevoir un livre blanc. Donc là typiquement, pareil, j'ai un formulaire où je mets mes coordonnées, notamment mon adresse email, et je reçois un petit message avec un livre blanc en pièce jointe. Donc là c'est un petit peu l'échange entre je fournis mes coordonnées, quelques infos sur moi, et en échange j'obtiens un petit livrable, donc là par exemple un livre blanc. On va pouvoir aussi gérer les abonnements aux newsletters, euh, les inscriptions aux événements. Donc là, par exemple, vous organisez un événement et puis vous voulez récolter des inscriptions sur Internet, et vous allez pouvoir produire un petit formulaire où on va laisser pareil ses coordonnées, choisir un événement et puis éventuellement des options liées à cet événement pour valider son inscription.
Et puis évidemment, il y a le formulaire qui s'adresse au service client. Donc là, un grand classique, où là, éventuellement, il y aura un petit peu plus d'informations qui vont m'être demandées pour bien qualifier la requête. Et puis éventuellement, un numéro client ou quelque chose vraiment qui va me caractériser en tant que client auprès de la marque. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout un tas d'exemples de formulaires qui vont pouvoir être gérés par notre nouvelle fonctionnalité de gestion de e-formulaire. Petite démo. Allez, go. Alors, si vous vous rappelez bien, dans nos démos, on parle beaucoup de cette société Voyage Plus, qui est utilisatrice de Idyll CRM. Alors, elle a un site web, un site web qu'on lui conseillerait de refaire un petit peu, il n'est pas très moderne, mais C'est en cours, c'est en voilà, cours. c'est en cours. Mais Voyage Plus a eu la bonne idée de mettre en place les e-formulaires Idyll. Alors, Laetitia nous a dit, mettez le bouton Contactez-nous de manière sur toutes vos pages, avec un visuel fort. Bon, là on l'a sur toutes les pages, le visuel on va dire est pas très fort, Euh, mais vous voyez bien qu'on a ce lien Contactez-nous qui en permanence va nous permettre de s'adresser à Voyage Plus. Alors là pour la démo, on a imaginé plusieurs types de formulaires. Donc on a un formulaire je suis intéressé par une offre, un formulaire qui est lié à un événement marketing, et enfin un autre qui est lié au service client. Et puis j'ai le formulaire qui est, j'ai une autre question, voilà, quelque chose qui sort un petit peu de la norme où la personne ne sait pas exactement définir ce dont elle a besoin. Et donc on va s'intéresser d'abord à ce formulaire. Donc une question, nous vous répondons dans les meilleurs délais. Donc là voilà, on retrouve un formulaire assez classique, avec une mise en page on va dire très rudimentaire. Bon, Bon, c'est une personne qui n'a pas suivi le webinaire, là, qui a fait le formulaire. voilà. Et on va être invité à remplir ses coordonnées. Donc, je vais mettre quelques informations. Thomas Durand. Alors vous voyez sur le côté, là vous avez des petites aides à la saisie. Donc là par exemple on me rappelle la forme de l'adresse mail qui est attendue. Même chose pour le mobile. Ah, j'ai eu un petit message de validation aussi, l'adresse correcte. Donc là j'ai indiqué mon téléphone. Je peux indiquer ma société. Ma fonction. Et là, j'ai le champ message qui va me permettre d'indiquer le message que je souhaite adresser à Voyage Plus. Et donc là, par exemple, je souhaite recevoir vos tarifs pour un voyage en Suisse. Éventuellement, on va indiquer, on va proposer des inscriptions aux newsletter. Donc, par exemple, si je souhaite recevoir des infos sur le golf, je vais pouvoir m'inscrire à la newsletter golf en même temps que je remplis le formulaire. Et puis on va enregistrer. Votre demande a été enregistrée. Et donc là, ça y est, j'ai posté, l'internaute a posté sa demande en utilisant un formulaire Idyll. Donc ça, c'est côté internaute. Ça, c'est côté internaute. Alors, dans Idyll, on va retrouver tous les formulaires qui ont été postés grâce à cet objet silhouette. Et là, par exemple, je vais retrouver mon Thomas Durand qui vient de poster une demande sur le site web. Et puis là, j'ai bien la date, là, donc 24 janvier, 9h48. Alors, j'ai une nouveauté sur ces silhouettes, c'est cette notion de transformer. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir utiliser une silhouette et puis la transformer en données du CRM, puisque là, vraiment, silhouette, on va dire que c'est une base un petit peu à côté. Alors, on peut regarder un petit peu comment c'est fait, mais voilà, Donc c'est si vraiment... on reprend le jargon Idyll, cette silhouette, je vais pouvoir la transformer en personne. Exactement. Exactement. Donc là, j'ai utilisé Thomas Durand. Je retrouve un petit peu ce qui a été posté. Je retrouve également l'abonnement à la newsletter. Et puis j'ai ce bouton ici transformer qui va me permettre, comme tu dis, de transformer Thomas Durand avec une fiche personne dans le CRM. Alors j'ai aussi le bouton rejeter. Donc là, si j'avais eu un Titi Toto avec quelqu'un qui m'envoie un test ou qui envoie des fausses données, je vais pouvoir rejeter la silhouette et elle va sortir de la liste des silhouettes à traiter. Mais là, c'est pas le cas, du coup, on va transformer la fiche de Thomas Durand. Alors, Idyll va me proposer d'abord de créer une fiche entreprise. J'ai mis Renault tout à l'heure.
Et donc Idil va me proposer d'abord de gérer ma fiche entreprise. Voilà, peut-être la gérer si elle n'existe pas, ou en tout cas la chercher pour éviter de faire un doublon. Exactement. Alors là, j'ai effectivement, si j'avais eu des doublons dans ma base, Idil m'aurait proposé ici la liste des doublons. Je peux aussi aller rechercher à la main. Voilà, si j'ai écrit Renault, si la personne a écrit Renault avec la mauvaise adresse, la mauvaise orthographe, pardon, eh ben moi je vais pouvoir retrouver la bonne fiche Renault. Et puis je peux également créer une nouvelle fiche entreprise. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc on peut après éventuellement compléter un petit peu avec les informations qu'on pourra obtenir sur Renault. Donc par exemple, je vais indiquer que c'est un lead. Euh, voilà, et puis ici, là, j'ai mon petit process de transformation en haut à droite. Et là, je vais indiquer à Idil que j'ai terminé la création de ma fiche entreprise et que je veux continuer. Et là, cette fois-ci, Idil va me proposer de créer une personne. Donc on retrouve le petit processus là qu'on a sur le service client pour traiter la demande. Les petites flèches là qui indiquent Voilà. le chemin Alors, à suivre. c'est des nouveaux concepts qu'on a intégrés, qu'on appelle Wizard, qui permettent voilà, de dérouler des process un petit peu complexes en assistant vraiment l'utilisateur au mieux. Donc là, Thomas Durand, donc je vais pouvoir par exemple un petit peu qualifier son service. Donc il est directeur des achats, hop, je vais pouvoir l'indiquer dans les achats et je vais indiquer sa fonction comme directeur des achats. Je peux éventuellement compléter quelques informations si j'ai trouvé des informations sur lui. Et puis, à la fin, je peux enregistrer. Voilà, donc j'ai bien créé ma fiche Thomas Durand et elle est bien liée à Renault. Alors après, si je veux euh, eh ben, ajouter une opportunité à Thomas Durand, ben, je vais pouvoir le faire à la main et puis voilà, l'affecter par exemple au service commercial ou au directeur commercial pour que lui-même l'affecte à quelqu'un de son équipe. Alors, ça c'est une première chose. Donc là, on vous a montré un formulaire, on va dire, assez simple. Alors d'ailleurs, autre question qui nous vient de Guillaume cette fois. Mhm. Est-ce que on prévoit de fournir des templates de formulaires en fait dans la solution ou pas? Pas vraiment. Avec des CSS et compagnie. Alors, alors oui, alors de ce point de vue-là, oui, effectivement, il y a un petit template Ah qui est oui, là c'est fourni. juste pour la mise en page. Voilà, donc au niveau de la mise en page, effectivement, il y a un petit template qui est fourni, alors qui se veut très neutre, hein, parce que, on va dire, d'un site à l'autre, d'une marque à l'autre, les chartes sont vraiment différentes. Mais effectivement, voilà, il y a un template qui est fourni, et l'intérêt majeur de ce template, c'est qu'il est responsive. C'est-à-dire que ce qu'on fournit de base comme formulaire va s'adapter automatiquement en fonction du smartphone, de la tablette ou d'un grand écran qu'on aurait au bureau. Donc ça c'est vraiment l'avantage et du coup on va proposer euh, bah, aux webmasters qui intègrent ces formulaires sur leur site bah, de s'appuyer sur ce responsive, éventuellement en l'adaptant s'il y a une charte un petit peu différente là-dessus, mais voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de ces templates. Alors, autre exemple, euh, on va ici, plutôt que d'utiliser le formulaire j'ai une autre question, on va par exemple indiquer qu'on souhaite s'inscrire à un événement. Alors là je vais avoir un formulaire un petit peu différent. On va me demander moins d'informations et on va me demander de choisir un événement. Donc là, je vois que j'en ai trois. Salon du tourisme, booster votre rentrée, conférence tourisme d'affaires. Donc par exemple, je veux m'inscrire à l'événement booster votre rentrée et je vais laisser quelques coordonnées. Alors là, on a quelque chose de beaucoup plus simple que tout à l'heure. euh, alors même on a mis aucun champ obligatoire. Bon, évidemment, en réalité, on vous conseillerait quand même d'avoir au moins le nom ou l'email obligatoire quand même. Et on va enregistrer euh, ce formulaire. Alors cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. En fait, ce formulaire, on l'a paramétré d'une autre manière. Et on l'a paramétré de telle sorte qu'en fait, la silhouette soit transformée automatiquement. C'est-à-dire que là, en fait, le Julien Jaunet, il est passé directement au statut traité, comme on a traité tout à l'heure Alain Bureau et Thomas Durand. Donc là on passe pas par le sas de validation manuelle qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là, on a sauté cette étape manuelle et on a injecté directement la demande dans le CRM.
Alors, on garde quand même la trace au niveau de la silhouette de ce qui a été posté. Donc là, si j'avais eu un champ commentaire, bah, j'aurais retrouvé ce que Monsieur Julien Jaunet aurait posté. Et je vais retrouver dans mon onglet transformation euh, la fiche qui a été créée automatiquement. Et là, donc j'ai bien une fiche personne, Julien Jaunet, qui a été créée automatiquement par Edil. Alors évidemment, là, si j'avais déjà un Julien Jaunet dans la base, même si c'est créé automatiquement, Edil aurait quand même vérifié s'il n'était pas en train de créer un doublon et éventuellement utiliser une fiche qui existerait déjà. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un conseil sur quand est-ce que je dois utiliser une transformation plutôt manuelle et quand est-ce que je dois utiliser une transformation plutôt automatique? Alors on va plutôt utiliser la transformation automatique quand on a beaucoup de volume. Donc si on est sur des process marketing, en B2C avec beaucoup de volume ou voire en B2B bon, de temps en temps, là effectivement le fait de valider chaque chose qui est postée par le formulaire, ça va représenter un boulot colossal. Par Et donc exemple, je suis la RATP, j'ai un formulaire sur mon site web, vaut mieux que je transforme directement. voilà, pour que ça arrive directement au service client. Alors, ce qui n'empêche pas d'avoir éventuellement des listes de vérification. On Mhm. pourra mettre par exemple des exceptions d'adresse email, donc tous les titis totaux là dont on parlait. Oui, On pourra éventuellement les lister quelque part et faire en sorte que dès qu'on a un titi toto qui arrive dans le système, il soit rejeté automatiquement. Ça n'empêche pas de le faire. ok. Mais effectivement, quand on est dans cette étape de transformation automatique, bah là, vous avez vu, on a moins la main sur la qualité des données. Et si Jaunet avait été écrit différemment, ou si c'était. Ou alors après, on a aussi les noms de jeunes filles, par exemple, des fois qui peuvent vraiment poser des soucis. Bon, toutes ces subtilités-là, bah, évidemment, on va pouvoir les gérer via un humain manuellement, mais on ne pourra pas les gérer automatiquement. Et donc là, voilà, il y a un petit. Sur la qualité de données, effectivement, il y a une petite perte qu'on va avoir. C'est pour ça que si on gère beaucoup moins de données et si vraiment la qualité des données est on va dire l'objectif numéro un, effectivement là on va plus préconiser la transformation manuelle. D'accord. Alors également ça dépend aussi des process qu'on va faire. Si vous gérez par exemple des leads auprès des commerciaux, ça peut être bien de vérifier quand même avant de leur envoyer des leads. Voilà, que ce soit des leads qui soient exploitables et que ce ne soient pas des gens qui écrivent un peu n'importe quoi. Euh, Si vous êtes plus sur des inscriptions événements, à la limite là, ça peut être intéressant de faire l'inscription automatique. Et puis après, voilà, d'avoir un seul process de vérification de tous vos inscrits aux événements. Voilà, donc effectivement, ça peut être aussi en fonction de ce que vous voulez faire avec le formulaire, où la transformation manuelle ou automatique va être plus ou moins justifiée. Donc ça répond certainement à la question de Béatrice en fait. Donc pour un événement, on aurait plutôt tendance à conseiller de faire une transformation automatique. Après, rien n'empêche hein, de garder la transformation manuelle. Voilà, Voilà, c'est après un conseil. si vous êtes sur un événement un peu VIP, vous avez, voilà, Si vous vous avez une invitez cible des bien gens précise. une semaine aux Maldives, Voilà, donc là, ça peut être intéressant de vérifier manuellement. Après, vous avez aussi tout ce qui est, par exemple, relance téléphonique. Vous pouvez faire de la relance téléphonique avec ces formulaires. Là, du coup, vous pouvez faire une transformation automatique, euh, de sorte que ça aille directement au call center et puis que l'appel puisse être passé le plus rapidement possible. Euh, voilà, donc effectivement il y a le volume de la cible qui va répondre à vos formulaires qu'il faut prendre en compte. Il y a votre capacité, vous derrière, à gérer la qualité de données. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut, comme ça, prendre du temps, valider les informations. Voilà, donc ça dépend vraiment des objectifs du projet CRM. Sur certains projets, on met la qualité de données vraiment en priorité. Sur d'autres, on va mettre plus l'accent sur la productivité. Voilà, donc c'est ça un peu qui va nous décider entre la transformation manuelle et automatique. ok. Ok. Euh, alors, on peut prendre aussi un autre exemple, le dernier cette fois-ci, euh, du service client. Donc là, je souhaite contacter le service client. Ça tombe bien, on voit que les couleurs des carrés nous rappellent étrangement les couleurs des modules. Je me demande si ça n'a pas été fait exprès. Alors, on va ici saisir les coordonnées d'un client. On va indiquer ici le numéro de client. Donc là, vous avez vu, on a mis des petites aides qui permettent à l'utilisateur, sur des formulaires un petit peu plus compliqués, bah, de l'accompagner dans sa saisie. Donc là, votre numéro figure sur la confirmation envoyée par email. Euh, on va choisir le motif de la demande. Donc là, ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de qualifier la demande avant qu'elle arrive au service client. Donc par exemple, j'ai une réclamation relative à une excursion. Et puis là, voilà, je vais pouvoir indiquer que mon excursion
a été annulé. Le chauffeur ne s'est pas réveillé. Et pardon, on va demander à être remboursé. On va enregistrer. Et là, cette fois-ci, ça va être un petit peu la même chose que pour l'événement. C'est-à-dire que là, on n'a pas utilisé la validation manuelle. Et on a un Pierre Balique qui a été directement envoyé au service client. Et du coup, si on va dans le module service, donc là on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui traite les demandes. Si on va dans les demandes à traiter, on va voir arriver une nouvelle demande qui est déjà qualifiée en réclamation excursion. Donc ça c'est en fonction du motif de demande qui avait été indiqué par Pierre Balique sur son formulaire. On a bien une origine qui vient du site web. Cette demande est à l'état nouvelle. On a bien ici la date de création, etc. On a récupéré ce que le client nous avait indiqué dans sa demande. Et puis on a bien une demande qui est associée à Pierre Balique. Et alors, si on regarde, on voit qu'en fait, on a utilisé une fiche de Pierre Balique qui existait déjà. Parce qu'on a demandé le numéro client, ce client existait déjà, donc là on n'a pas créé une nouvelle fiche pour Pierre Balique. On a utilisé son dossier existant dans le CRM et on lui a associé une nouvelle demande automatiquement en fonction des informations qu'il avait saisies. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous faites comme ça une transformation automatique, et ben vous allez pouvoir gagner un petit peu en productivité. C'est-à-dire que, on va dire, l'ancien modèle où le site web fait son formulaire, le CRM gère les relances et les process CRM. Entre les deux, bah, on fait quoi? On fait une interface où on s'envoie des mails. Voilà, donc on perd du temps éventuellement. Donc il faut attendre la nuit que les demandes du site web arrivent dans le CRM, ou il faut attendre que la personne ait transféré le mail, qu'on l'ait reçu, qu'on l'ait réaffecté. Bref, on perd du temps et on perd du temps en réactivité client. Là, l'intérêt, c'est que du moment où le client poste sa demande jusqu'au moment où ça arrive au service client, bah, en fait, c'est instantané. Et donc tout est fluide et ça, voilà, ça offre des possibilités en termes de réactivité qui sont vraiment nouvelles, quoi. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on récupère les données. Oui, Côté Voyage Plus, en fait, comment est-ce qu'on construit ce formulaire? alors effectivement, Comment est-ce qu'on le construit? Comment est-ce qu'on le publie? Bref. oui, euh, alors effectivement, on va voir un petit peu comment s'opère la magie. Alors, ici on va retrouver tous nos Ah, formulaires. juste avant, il y Oui, a Béatrice en fait qui nous dit apparemment on perd certaines informations différentes du formulaire, comme par exemple le mail qui n'était pas le même. alors effectivement, quand on est comme ça sur des processus où on a des fiches concurrentes, on va dire, on a ce qui a été posté par l'internaute et la fiche qui existe dans le CRM, on va se poser la question euh, des informations concurrentes. Et là, par exemple, dans ce formulaire, donc, euh, le client a indiqué une adresse email qui est différente de sa fiche du CRM. Donc là, nous, le parti pris qu'on a, c'est de ne pas modifier les infos qu'on a dans le CRM. En revanche, on va retrouver ce qui a été posté au niveau de la silhouette. C'est-à-dire que quand je vais traiter ma demande, éventuellement, je peux aller voir la silhouette pour retrouver ce qu'il avait posté initialement. Mais voilà, s'il indique un numéro de portable qui est différent que ce qu'on a sur la fiche client, par défaut, on ne va pas la mettre à jour. Alors après, on a Là encore, c'est le possibilité de la... parti pris. Voilà, c'est un parti pris, on a possibilité de la surcharger, mais bon, c'est vrai qu'il voilà, il faut... donc tout ça est à manipuler, on va dire, avec attention. Je pense que si on est sur un processus manuel, ça peut être intéressant, voilà, d'utiliser ce qui a été posté sur le formulaire web. Si on est sur un process automatique, bah attention, parce que voilà, on ne sait pas si l'internaute a saisi les informations de manière fiable. Euh, voilà, donc il y a cette petite limite à prendre en compte. Ok. Alors, comment est-ce qu'on construit et on publie notre formulaire? Alors, là, je vais retrouver mes 4 formulaires. Donc là, vous vous rappelez, quand j'ai cliqué sur Contactez-nous, j'avais 4 formulaires ici. Et bien, ces 4 formulaires, je vais les retrouver dans Idyll sous cette forme-là. Alors, le premier formulaire qu'on a utilisé, c'était le contact form. C'est comme ça qu'on l'a nommé dans notre CRM.
Et dedans, en fait, je vais retrouver à la fois des informations qui vont me permettre de paramétrer le formulaire et d'autres qui vont nous permettre d'indiquer son contenu. Alors d'abord, je peux activer ou pas le CAPTCHA. Alors le CAPTCHA, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Laetitia. Euh, c'est quoi? Je récupère des. Je dois réécrire un mot qui est un peu flouté ou ce genre de choses? Voilà, c'est ce genre d'outils qui nous permettent de vérifier qu'on n'a pas affaire à un robot qui est en train d'utiliser notre formulaire et qui est en train de poster des informations automatiquement. Alors pour information, on utilise le CAPTCHA Google. Donc l'intérêt principal du CAPTCHA Google, c'est qu'en fait, il s'appuie sur, euh, on va dire, tout le contexte Google, tout l'historique de navigation, et que probablement, en arrivant sur le formulaire, en fait, Google sait déjà que vous êtes un humain et pas un robot, et en fait, vous n'avez pas besoin de d'écrire un numéro ou des lettres écrites bizarrement, ou Ou de encore cocher d'indiquer des si. images où je vois un burger ou pas. Voilà, exactement. Donc, toutes ces choses-là, en fait, Google va les utiliser si vraiment il n'a pas su déterminer si vous étiez, entre guillemets, un humain derrière le formulaire. On va pouvoir indiquer des seuils pour gérer le responsive. Alors, ils sont proposés par défaut, ces seuils, mais on peut les modifier. C'est-à-dire qu'en fait, les formulaires vont s'adapter en dessous de 600 pixels. Donc là, on va avoir par exemple les libellés qui vont passer au-dessus des champs. Euh, le seuil tablette. Donc là, on va avoir cette fois-ci les libellés qui vont se mettre à gauche des champs. Et après, l'adaptation aux grands écrans. Donc là, on va avoir le texte qui va prendre plus de largeur, on va avoir les libellés, les champs qui vont être rapprochés, bon, etc., etc. On va pouvoir indiquer les langues pour lesquelles le formulaire va être disponible. Donc là, par exemple, celui-là est disponible en français et en anglais. On peut même indiquer que le visiteur pourra choisir sa langue. Donc là, sur un des formulaires, on pouvait choisir effectivement français et anglais tout à l'heure. Voilà. Alors du coup, si j'indique français et anglais, bah, dans tout le paramétrage de mon formulaire, il va falloir que je gère à chaque fois la version française et la version anglaise de mon formulaire. Et puis après, on va pouvoir indiquer tous les éléments du formulaire. Alors les éléments, c'est principalement des champs. Ça va être aussi des éléments de texte. Par exemple, ici, on va retrouver une petite introduction, un libellé, voilà, qui va nous permettre d'introduire un petit peu le formulaire. Et ensuite, je vais retrouver tous mes champs. Donc, je retrouve la civilité, le prénom, le nom, bon, etc., etc. Et par exemple, si je veux déplacer l'email et le mettre en premier euh, pour adopter les bonnes pratiques, eh ben, je vais pouvoir comme ça le déplacer dans ma liste et par exemple le remonter un petit peu dans l'ordre des champs qui vont apparaître. Donc là, on voit un élément de texte au début pour l'introduction. Exactement. Et puis je vais pouvoir ajouter un champ. Donc par exemple, ici je vais pouvoir sélectionner tous les champs disponibles. Alors là, c'est les champs qui sont disponibles sur l'objet silhouette. Et on va indiquer par exemple, je sais pas, j'avoue que j'ai pas prévu de Son pays. son téléphone par exemple. Voilà. On va pouvoir indiquer un nombre de caractères maximum, par exemple 12 caractères. Alors tout à l'heure, Laetitia, tu nous as dit qu'il était bon quand on pouvait de initialiser les formulaires. Et donc ça, on va pouvoir le faire. Alors c'est ce qu'on appelle ici initialiser si personne ou silhouette connue. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans un contexte où on connaît déjà la personne, on va pouvoir pré-remplir le formulaire. Et ça, on va pouvoir le faire champ par champ. Par exemple, si tu envoies un email avec un lien pour remplir le formulaire, la personne, on la connaît déjà. Oui, il y a de Il dit, bonnes il chances envoie le qu'on mail. connaisse son nom, son prénom, son email, bien sûr. Et donc du coup, en cliquant sur le bouton envoyer formulaire, on va pouvoir On pré-remplit. initialiser tous les champs du formulaire. Enfin, en tout cas, les sélectionner un par un. Je peux mettre ici un libellé. Alors là, bah, on propose les libellés standards, mais par exemple, je peux très bien un petit peu adapter la forme et mettre votre téléphone. Votre téléphone. Je peux mettre la version anglaise. Je peux mettre des textes d'aide. Et donc, par exemple, là, je peux Ça, c'est ce qu'on indiquer. voyait quand ça indiquait le format souhaité. Voilà. Donc ça, par exemple, je peux faire comme ça et donner des exemples. Même chose en anglais. Je peux mettre des textes de confirmation. Et donc, par exemple, je peux mettre merci, mais ça va être surtout intéressant quand on a des contrôles en fait, pour vérifier que une adresse email est syntaxiquement correcte, un champ obligatoire,
ce genre de choses. Voilà, c'est bien de confirmer, de dire ok, là c'est bon, votre saisie est valide. Ça, voilà, ça permet un petit peu d'assister, de rassurer l'utilisateur dans sa saisie. Et là par exemple, on va dire merci. Euh, ou alors on peut même lui dire nous n'utiliserons pas votre numéro à des fins quoi d'ailleurs, commerciales. Bon. Alors, notamment avec les nouvelles règles de, de vérification des téléphones là, c'est-à-dire qu'on peut plus utiliser si facilement les numéros de téléphone des particuliers pour faire de la prospection. Voilà, donc c'est bien de rassurer sur ces sujets. Et puis là, je vais avoir les contrôles de saisie. Les contrôles de saisie, c'est quoi? Bah, c'est des petites règles qui vont vérifier ce que l'utilisateur va saisir. Et c'est là où on va retrouver par exemple la vérification de l'adresse email, le fait qu'un champ soit obligatoire ou non, et puis vérifier qu'on est bien sur une date, qu'on est bien sur un horaire, qu'on a donné un nombre dans un intervalle bien particulier, bon, etc., etc. Sachant que cette librairie là de contrôle de champ, bah, elle est extensible, c'est-à-dire qu'on peut très bien en ajouter euh, voilà, pour faire des contrôles un petit peu plus spécifiques. Et là, je vais indiquer merci de remplir le champ et indiquer alors ça, ce message va être lancé bah, si l'utilisateur eh bien, ne respecte pas le contrôle de saisie. Et donc là, on va lui indiquer bah, comment il peut bien remplir le champ. Voilà, donc là j'ai ajouté mon champ téléphone et je vais pouvoir l'ajouter à mon formulaire. Une fois qu'il est ajouté, alors là j'ai mon formulaire, je peux le tester ici. Alors par exemple, je vais pouvoir le tester en français. Et là, je retrouve bien mon champ téléphone. Voilà, J'avais changé le libellé votre et téléphone. ton email qui est passé en premier. On a mis l'email en premier, effectivement. Et, là, on va pouvoir, par exemple, si j'essaye de poster, alors on va commencer une saisie. Et on va valider sans enregistrer le téléphone. Ah, bah, j'ai mal dû le paramétrer, du coup j'ai mon contrôle, mais bon voilà, j'ai le contrôle du champ obligatoire qui devrait être joué. Là, j'ai dû mal cocher le formulaire. Alors ça, c'est pour les éléments qu'on va vouloir afficher. Ensuite, on a une autre notion qui va être intéressante, c'est la notion de champ prédéfini. Euh, alors ces champs prédéfinis, en fait, ça va être des champs cachés qu'on va pouvoir glisser dans le formulaire. Et c'est là où on va vraiment pouvoir soit orienter la saisie de l'utilisateur, soit orienter la manière dont on va traiter les demandes des formulaires. Alors par exemple ici, dans ce formulaire, on a caché un champ origine, où on a placé cette origine sur la valeur site web, et on a mis la civilité sur monsieur. C'est-à-dire que par défaut, quand on va arriver sur le formulaire, le champ civilité va être placé sur monsieur. Donc ça va vous permettre de présaisir des champs. On l'a vu tout à l'heure, ça pouvait être intéressant. Alors on va prendre un autre exemple un peu plus parlant pour ces champs prédéfinis. Voilà, donc là je suis sur le formulaire demande, bon, qui comporte aussi un certain nombre de champs. Et là dans les champs prédéfinis, alors même chose, on a placé l'origine, et puis on a placé d'autres champs. On a placé un champ qui s'appelle lancer une transformation automatique. Ah oui, c'est-à-dire que là, tout ce qui va sortir de ce formulaire va être envoyé directement au CRM sans forcément passer par la validation silhouette. On a indiqué un paramètre de traitement des doublons. Donc ça, on a plusieurs choses qu'on peut utiliser. Alors notamment, on peut utiliser les seuils de certitude et de similitude du moteur de dédoublonnage. Voilà, donc on peut jouer un peu avec ça pour voir à quel point la gestion des doublons va être sensible. On a positionné un champ de la demande, donc la demande sera topée sur le canal web.
Et puis, on a indiqué un champ contexte qu'on a positionné sur demande. Et ce champ pour le coup est très très important, puisque c'est lui qui va déterminer si ce qui est posté sur le formulaire va être dirigé plutôt vers le service client avec un objet demande, vers la direction, vers le service commercial avec la gestion des opportunités, des leads, ou vers le marketing avec la gestion des événements. Voilà, donc là ce champ est super important et c'est lui qui va piloter un petit peu le résultat du formulaire. Et enfin, alors on va avoir une section messages et libellés, donc ça c'est les messages de remerciement, s'il y a eu une erreur sur le site, un petit message d'erreur, et puis quelques libellés, des boutons par exemple, qu'on va pouvoir personnaliser. Alors il nous reste peut-être une petite chose, c'est, on l'a vu tout à l'heure dans les champs prédéfinis, on utilisait la notion d'origine. Oui. Alors pourquoi ça va être intéressant d'utiliser les origines? Parce que là on a pris des cas simples où on a indiqué que toutes les origines étaient le site web, mais on aurait très bien pu avoir des origines différentes pour chacun de nos formulaires. Et dans ce cas-là, on aurait pu étudier de manière très précise le ROI entre guillemets de chacun de nos formulaires du site web. Et pour ça, on peut se diriger dans le module marketing au niveau des origines. Et par exemple, on va s'intéresser à notre origine site web. Et là, j'ai un problème. Alors, on va essayer de la récupérer autrement. Voilà, donc là j'ai mon origine site web. Et en fait, à ce niveau-là, je vais en fait retrouver toutes les retombées de mes formulaires web. C'est-à-dire que on a créé 10 opportunités grâce au formulaire web. D'accord? Donc ça m'a apporté voilà, 10 leads. On a gagné 84 000 euros. On a gagné 84 000 euros. Voilà. Donc c'est quand même plutôt intéressant par rapport au coût que ça représente de mettre en place les formulaires. Et on a un taux de transformation de 20%, on en a gagné 2. Et puis il y a d'autres retombées qu'on va pouvoir identifier, donc des cibles marketing. Donc ça c'est des gens qui sont inscrits à des événements par exemple. Des demandes qui ont été envoyées au service client. Des créations de fiches. Donc on a eu 28 nouveaux contacts grâce à ces formulaires. 13 contacts de type entreprise. Des silhouettes, bon, etc., etc. Donc là, ça va vraiment nous donner, on va dire, le ROI. Alors là, on a décidé de tout regrouper dans une seule origine, qu'on a appelée site web, mais on aurait pu avoir plusieurs origines pour chacun de mes sites web. Et puis voilà, j'aurais pu étudier un petit peu les retombées de chacun de mes formulaires. Alors, vous pouvez y aller, hein, les questions au niveau du... Ah, question de Clément. Comment ces indicateurs sont-ils définis? Alimentés. Alors, en fait, Les indicateurs oui. par origine. Alors, on va retrouver cette notion d'origine en fait sur tous les objets du CRM. C'est depuis cette nouvelle version. C'est depuis cette nouvelle version. C'est-à-dire que l'origine, on va l'avoir sur la silhouette, mais on va l'avoir aussi, par exemple, sur l'entreprise. Donc là, par exemple, si je prends par exemple l'entreprise Aliacom, on va voir qu'elle a un champ origine et que elle, cette entreprise Aliacom, son origine, c'est le call center. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le call center qui a prospecté et qui a trouvé ce lead, par exemple. Et là, même chose, hein, si je vais sur l'origine call center, eh ben, je vais retrouver aussi son ROI. Donc ça marche pour on va dire les origines de type digital, mais aussi les origines un peu plus traditionnelles. Et là, par exemple, je vais voir que le call center, lui, a trouvé 25 leads, en a transformé 3, a gagné un chiffre d'affaires de 14 000 euros, bon, etc. etc. Bon, on va a trouvé fermer 15 le call contacts. center et publier à fond des formulaires. Bien entendu, tout ceci n'existe pas, voyez, plus c'est une fausse société. Mais bon, voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir du ROI par rapport à vos grands fournisseurs de leads, on va dire, que ce soit du marketing, des services internes ou des fournisseurs externes. Et alors après, évidemment, cette origine, quand on est en création d'un enregistrement, on va pouvoir avoir la main là-dessus. Et là, par exemple, on va s'intéresser au champ origine. Et là, c'est ici où je vais pouvoir indiquer comment on a connu cette société. Donc ça peut être des origines de type marketing, en lien avec nos campagnes, à partir d'événements. Donc on va retrouver notre petit déjeuner boosté.
des services internes, donc le call center, des contacts perso, des visites en agence, des partenaires, donc notre partenaire okgo.com, des recommandations clients, bon, etc., etc., des fournisseurs de leads, Corporama, Google AdWords, nos médias digitaux, donc on a un chat par exemple, on a Facebook Messenger, on a les newsletters, les formulaires du site web, c'est à cette origine qu'on s'est intéressé aujourd'hui, et puis éventuellement des réseaux sociaux. Voilà. Et donc cette origine, en fait, va suivre l'entreprise tout au long Exactement. de sa vie de client, en fait. Alors, elle va suivre l'entreprise. Si par exemple je crée une opportunité sur Aliacom, par défaut, l'opportunité aura comme origine. La même que celle d'Aliacom, call Exactement. center. Exactement. Alors, en revanche, si je suis sur une campagne, là, on va plutôt considérer qu'une campagne va avoir une période pendant laquelle elle va générer des leads, générer des contacts, et au bout d'un moment, on va arrêter cette zone d'activité. Et alors, c'est-à-dire que si je crée une opportunité, par exemple, sur une origine qui est valide sur toute l'année 2017, donc là, c'est bon, l'origine va être taguée avec l'origine de la campagne. À partir de 2018, elle sera plus taguée avec la campagne et soit c'est une opportunité qui n'aura pas d'origine, soit je la renseignerai à la main et elle sera affectée, on va dire, à un autre ROI. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, Thomas, parce que depuis le début, on s'applique à dire formulaire. Il y a Thomas qui me fait les gros yeux à chaque fois que j'ai envie de parler de questionnaire. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre un formulaire et un questionnaire? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a dans Idyll un autre outil qui s'appelle questionnaire, et notamment les questionnaires web, qui eux sont hébergés sur le hub pour le coup. Euh, alors, là, on a remarqué effectivement sur les premières mises en place de ces fonctionnalités que voilà, il fallait qu'on qu'on présente un peu les différences entre les deux outils, parce qu'effectivement, ils ne sont pas faits du tout pour la même chose. Le formulaire, il est fait pour alimenter le CRM de nouvelles informations et de générer du process. Donc on va récupérer du contact, Voilà, de la récupérer silhouette ou de la du personne. contact effectivement, et effectivement, donc c'est vraiment fait pour euh, alimenter les données du CRM et générer des relances, générer des leads, etc. Les questionnaires web, eux, sont pas faits du tout pour ça. Ils sont faits plus dans une optique questionnaire de satisfaction, donc faire une petite enquête et autour d'un thème ou d'un événement, récolter du feedback client. En revanche, on ne va pas alimenter le CRM avec des nouveaux contacts grâce aux questionnaires web. Donc avec les questionnaires web, on va plutôt faire des questions, même des questions le plus souvent qui vont être fermées. Donc avez-vous aimé le voyage? Oui, non, beaucoup, etc. Faire des stats là-dessus et après en déduire voilà, une amélioration sur un produit, une relation client à améliorer, bon, etc., etc. Avec les formulaires web, là on est plus sur des champs texte la plupart du temps, euh, parce qu'on veut justement récolter de l'information client et, euh, et générer des leads, du service client, bon, etc., etc. Merci à tous. Parfait. Bonne journée. Bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.